Boa tarde, Sr. Presidente Jorge Carlos Fonseca. Boa tarde, Véro. Bienvenue à Bruxelles. Oui, c'est un plaisir d'être ici une fois de plus. Oui. Vous êtes à Bruxelles dans le cadre des Journées européennes du développement. Dans le thème cette année est les inégalités. On va tenter de concilier l'engagement de l'Union européenne avec l'agenda 2030 sur le développement durable. Est-ce que, selon vous, les engagements sont suffisamment clairs et les objectifs atteignables, réalistes? Nous sommes un pays qui n'est pas un pays égal. Oui. Nous avons beaucoup d'asymétrie régionale. Ce que nous avons obtenu comme développement qui est considérable dans l'essentiel est plus visible dans quelques régions et pas notre. Par exemple, ce qui existe à Praia ou à Mindelo ou à Sal ou à Boa Vista n'existe pas à Mosteiros, à l'île de Fogo, à l'île de Brava, à Picos, Orgos, à l'intérieur de Santiago ou à São Nicolau. Alors, nous avons comme que un développement à deux vélocités différentes. À deux vitesses, oui. C'est une espèce d'inégalité qu'il faut combattre. Mais il y a aussi beaucoup d'inégalités sociales. Le fossé entre les personnes qui ont un grand revenu et les pauvres, c'est grand, c'est exagéré. Et nous avons maintenant à Cap-Vert un taux au niveau national de pauvreté de 35%, je crois, et de presque entre 10-12% de très pauvres. Alors, il faut travailler pour réduire les inégalités. Ici, dans le cadre des journées du développement, vous êtes plusieurs chefs d'État à être à Bruxelles depuis aujourd'hui. Vous serez là aujourd'hui et demain. Est-ce que vous êtes dans un terrain de discussion propice pour... oui, c'était un forum privilégié, oui, parce que c'était une discussion, un débat avec des chefs d'État africains, avec le président Macky Sall du Sénégal, qui est une des démocraties considérées de bonnes démocraties en Afrique, un pays qui a plus d'indépendance que nous. Aussi le président Paul Kagame du Rwanda, qui est un peu dans la mode en Afrique, mais aussi Sa Majesté la Reine Mathilde de Belge, le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, le président du Parlement européen, le Premier ministre du Bhoutan. Et l'audience était une audience privilégiée des politiques, des femmes et des hommes de la presse, des intellectuels et tout ça, oui. Alors, j'ai fait un petit discours en parlant des objectifs globaux, des problèmes mondiaux un peu, l'impact des changements climatiques, le problème des migrations, mais mon histoire était centrée sur mon pays, sur le Cap-Vert. Bien sûr. Le Cap-Vert est la deuxième démocratie d'Afrique et une des démocraties principales mondiales. Comment est-ce qu'on explique? Oui, on m'a dit, je crois que ça varie un peu, mais The Economist a classifié Cap-Vert comme la 25e démocratie dans le monde. Ça, nous sommes bien placés. Mais quand les journalistes me demandent comment se sent le président du Cap-Vert, je dis, je suis satisfait, je suis fier, mais moi, comme président, je dois être le principal porte-parole d'une ambition nationale, d'être entre les premiers, pas la 25e, mais la 10e démocratie, ou la 5e, ou pourquoi non la première démocratie du monde. Quels sont les facteurs, Monsieur le Président Jorge Carlos Fonseca, et quels sont les facteurs qui expliquent un tel résultat en termes de démocratie? À mon humble avis, le processus historique, social et culturel de la formation de la société capverdienne
explique dans une large mesure une certaine facilité des Capverdiens, de la société capverdienne, de prendre les valeurs et les principes démocratiques. Nous sommes une société qui est le résultat d'un métissage profond, historique, un métissage culturel, social. Cap-Vert a été toujours, même dans la période coloniale, après le parti unique, une société ouverte au monde. Nous avons toujours des émigrés, les diasporas aux États-Unis, en France. Alors, ce mélange de cultures, de valeurs, nous avons bâti une société spéciale, métisse, ouverte, tolérante. Et ça sont des valeurs propres d'une démocratie. Cela explique, dans une partie, au moins, que la démocratie a triomphé au Cap-Vert et pas tellement dans d'autres coins de l'Afrique. Nous sommes un pays aussi avec une parfaite cohésion nationale. Oui. Nous avons une langue nationale, le créole, et une langue officielle, le portugais. Nous n'avons pas des ethnies. Nous sommes un pays uni. Et tout cela explique, je crois, que le succès de la démocratie et peut-être aussi des hommes et des femmes qui aiment la liberté, je crois. Nous sommes des gens qui aiment la liberté. Mais ça, c'est fruit d'un processus historique, social et d'une culture forte, solide, qui est le ciment d'une identité très spécifique, très spéciale et très... nous le disons, c'est la capverdianité. Oui, ici. Ah, c'est beau ça, la capverdianité. Ah, je ne connaissais pas, c'est très très beau, Monsieur le Président. Vous l'avez dit, le Cap-Vert est un exemple, si pas un modèle en termes de migration, mais aussi d'immigration. Vous avez vous-même été directeur général des migrations au Cap-Vert, de l'immigration au Cap-Vert pendant un certain nombre d'années. Ici, la question de la migration fait peur aux États européens et vous prônez plutôt pour l'ouverture, pour la diversité, pour l'enrichissement culturel que ça procure. Nous défendons le multiculturalisme. Nous sommes obligés à ça parce que nous sommes le résultat du multiculturalisme. Hein. Je disais aujourd'hui dans un petit discours, dans un forum sur la culture, je disais, bon, nous, qui sommes-nous? Nous sommes des Peuls, nous sommes des Wolofs, nous sommes des Juifs, nous sommes des Anglais, nous sommes Italiens, nous sommes Portugais, nous sommes Mandingues. Nous sommes tout ça, mais nous ne sommes pas ça vraiment. Nous sommes Capverdiens. Nous sommes faits, on a obtenu élaborer un genre humain, je crois, aux îles Atlantiques. C'était un mélange aux fusions de beaucoup de races, de cultures. Nous avons créé une identité spécifique à partir des morceaux, de beaucoup de morceaux. Alors, nous sommes nécessairement multiculturels. Nous sommes obligés d'être un pays ouvert aux autres, tolérant pour la différence. Oui. C'est pourquoi nous sommes un pays d'émigrés, mais nous accueillons aussi aujourd'hui beaucoup de milliers de Guinéens, de Sénégalais, de Nigériens, de Maliens à Cap-Vert, malgré nos difficultés, mais en tout cas, je dis toujours qu'on pouvait avoir une politique plus accueillante. Accueillante, encore plus accueillante. Pour les étrangers, oui. Surtout pour nous sommes un pays d'émigrés. Nous exigeons que les Capverdiens soient bien intégrés au Luxembourg, au Portugal, en Espagne. Alors, nous devons aussi accueillir bien les Sénégalais, les Guinéens
et les autres. Aux États-Unis, notamment, on voit un parfait exemple d'intégration des Capverdiens, mais pas seulement, il y a d'autres pays, vous les avez cités, et notamment le Luxembourg. Oui, Luxembourg, c'est un cas exemplar. Não poder voltar pouco para o crioulo, que Para é crioulo, mesmo sim. minha crioula agora é mais Santiago, mas é mais Santiago, falar para o crioulo. Não tem problema, minha crioula é de Sintantão, então é um pouco fundo, não tem problema. Mesmo nascer na Luxemburgo, e na Luxemburgo tem uma grande comunidade cabo-verdiana, tem cheio cabo-verdiano na Luxemburgo desde os anos 70. Qual é a mensagem que você poder dar, Sr. Presidente Jorge Carlos Fonseca, para luxemburguês, cabo-verdiano de Luxemburgo? Para esperar você lá. Não tinha uma visita de Estado para fazer há pouco tempo, no mês de maio, creio eu, mas foi cancelado por causa da morte de Grão-Duque pai. Mas já tem um data que também negociar para o próximo ano, para fazer essa visita, e para mim será uma grande satisfação voltar a Luxemburgo. Por duas razões. Porque Cabo Verde tem uma relação muito boa com o Luxemburgo. Mim, pessoalmente, como Presidente da República, tenho uma relação muito boa com a Sua Alteza Real Grão-Duque, que fazia uma visita extraordinária a Cabo Verde. Ele esteve na praia, na Santiago, ele esteve na São Vicente e ele esteve na Santo Antão. E também tem uma boa relação com o atual Primeiro-Ministro de Luxemburgo. Mas segundo motivo, e talvez principal, é a comunidade cabo-verdiana de Luxemburgo, que quando a gente estive lá acolhíamos sempre muito bem, com muito carinho, com muito afeto. Não te lembrar muito bem das reuniões que fazia lá na Luxemburgo. E também é uma comunidade que tem uma integração exemplar, que era muito bem integrada. E, portanto, a imagem que Cabo Verde tem no Luxemburgo e nível de cooperação que é muito bom que não tem o Luxemburgo, é devido, em boa medida, a cabo-verdianos no Luxemburgo. Portanto, não tem lá milhares de embaixadores cabo-verdianos, a cada um de Cabo Verde, a cada um daqueles cabo-verdianos que está lá na Luxemburgo. Portanto, a mensagem da DEJ é para continuar a ser pessoas que têm um comportamento exemplar na Luxemburgo, pessoas que têm possibilidade de estudar, têm melhor formação possível. Assim não é o meu caso. A dia não fica tudo satisfeito na Cabo Verde por causa de um originária de filha de cabo-verdianos que foi eleita como eurodeputada, que é Mónica Semedo. Me próprio me mandar mensagem, não falar aquele meu telefone, não falar até um cozinha na crioulo, mas na francês, mas não falar um cozinha na crioulo também. Mas que pessoas para participar politicamente no Luxemburgo, e não onde é que está. Eles devem participar civicamente, culturalmente, socialmente e politicamente, ganha formação, ganha boas posições no Luxemburgo, para ter a melhor vida possível no Luxemburgo, e também, se for caso disso, dá Cabo Verde ultrapassar essa fase de país de rendimento médio, para não ser um período que é muito longo, um país verdadeiramente desenvolvido. A grande ambição comigo como Presidente é de não ser um prazo que é muito longo, um verdadeiro país desenvolvido. Um país inclusivo, com justiça social, menos desigualdades sociais, menos desigualdades regionais, um país que mais acesso à cultura, pessoas que lêem mais, pessoas que escrevem mais, pessoas que estão a gostar de literatura, estão a gostar de dança, estão a gostar de música, de jornalismo. É isso que é a grande mensagem que te dá. É que é ser parte integrante de Cabo Verde, mesmo que está de fora, e que sejam os maiores embaixadores de Cabo Verde lá no Luxemburgo. Quelles sont les mesures qui sont prises par la République du Cap-Vert, Monsieur le Président, contre le réchauffement climatique et plus particulièrement sur la manière dont on peut préserver l'eau, qui est quand même la denrée rare chez nous. On souffre énormément de sécheresse au Cap-Vert. Oui, nous sommes un archipel, et nous sommes dans l'approche du Sahel. Alors, Cabo Verde est un exemple d'un pays qui est toujours sous l'impact des changements climatiques. Il nous suffira, par exemple, parler de la sécheresse. Les 2 dernières années,
Et nous avons une sécheresse pratiquement absolue au Cap-Vert. Oui. Avec l'exception peut-être de Brava, une partie d'île du Fogo. À certain temps, c'était une sécheresse totale. C'est Porto Novo. Ça nous pose des problèmes au gouvernement surtout, des problèmes terribles d'accès à l'eau potable, des problèmes de l'eau pour les agriculteurs, pour le bétail, et le problème de la pression sur l'emploi public. Et ça difficulte d'une manière terrible le gouvernement de Cap-Vert. Mais aussi, il y a toujours le problème de l'augmentation du niveau de l'eau de la mer. Mais nous avons surtout le problème de l'eau. Oui. Le gouvernement Cap-Vert a fait des investissements depuis l'indépendance pour l'exploitation de l'eau souterraine, pour l'irrigation, des techniques modernes d'irrigation, un effort méritoire, notamment pour la désalinisation de l'eau de la mer. Et maintenant, c'est la solution, je crois, pour l'avenir. Parce qu'avec l'absence de pluie, la solution, c'est la désalinisation, sans abandonner totalement l'exploitation d'autres formes de l'eau. Hein. Au Cap-Vert, on doit définir, appliquer une nouvelle politique de l'eau. Et lutter contre le gaspillage, par exemple. Lutter contre le gaspillage, par exemple. Par exemple. Oui. Dans mon pays, on utilise l'eau chez nous d'une façon comme si nous étions un pays riche, oui, du point de vue des techniques de l'agriculture. Nos agriculteurs ont la tradition de faire de l'irrigation par, je ne sais pas le nom technique, par exemple, il y a le goutte à goutte, il y a les techniques modernes de goutte à goutte, que les élèves utilisent beaucoup. Il y a tout un travail de divulgation de ces techniques, mais il y a toujours une résistance des agriculteurs. Oui. Alors c'est une politique, une pédagogie qu'il faut faire avec détermination, avec persévérance. Quelles sont les priorités sur lesquelles vous allez encore travailler jusqu'à la fin de votre mandat? Quelles sont les priorités, les enjeux au Cap-Vert? On a parlé du réchauffement climatique, il y a les questions migratoires. Quelles sont les autres priorités pour le pays actuellement? Pour moi, le premier est toujours l'approfondissement de la démocratie. Moi, je suis un homme de liberté en premier lieu. Parce que c'est le point de départ de tout. Tout le développement du Cap-Vert doit partir d'un contexte d'affirmation de liberté dans un système de démocratie pluraliste et d'un état de droit. Mais à partir de ce point de vue, je dirais la croissance économique plus solide, susceptible de faire diminuer le chômage, surtout le chômage des jeunes. Deuxième priorité pour moi, c'est d'améliorer la situation de la sécurité urbaine. Parce que sans un niveau raisonnable de sécurité, on n'a pas la liberté, on n'a pas le développement économique, par exemple le tourisme. C'est le secteur plus dynamique de notre économie qui représente presque 25% de notre produit intérieur brut. Troisième priorité, un système d'éducation très qualifié. Un système d'éducation du niveau le plus haut possible. Des pays avec la dimension du Cap-Vert seulement attendent le progrès et le développement effectif avec une éducation de rigueur et d'excellence. Une quatrième priorité, l'amélioration du système d'administration de la justice. Je dirais que ce sont 4 grands enjeux, 4 grands défis
pour le pays. D'accord. Une toute dernière question, Monsieur le Président Jorge Carlos Fonseca. Est-ce qu'on peut s'intéresser à l'homme qui se cache derrière notre 4e président? Quel était votre rêve d'enfant? Est-ce que vous voyez déjà président de la République du Cap-Vert, ou est-ce que c'est une décision qui s'est imposée à vous au cours de votre parcours? Ah oui, c'est une belle question. Moi, je ne suis pas un homme de grands plans, de planification. Moi, j'ai fait toujours une vie, je dirais, je suis un peu un aventurier. Aventurier. Je fais les choses. Quand j'étais au secondaire, avec 15 ans, je pensais faire mathématiques ou langue anglaise. J'ai fait le droit. Et quand j'étudiais droit, je pensais être juge ou avocat. J'ai fait une carrière plus comme chercheur du droit pénal. Quand j'étais professeur de droit à Lisbonne, j'ai pensé faire un cours professionnel comme entraîneur de football. Je fais pas ce cours. Je ne suis pas entraîneur de football, je suis un passionné du football. J'ai pensé être... J'ai fait toujours la politique. Depuis 17 ans. J'étais étudiant, j'étais militant dans la clandestinité du Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. J'ai lutté pour l'indépendance de mon pays. À l'époque, j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. Je pensais, bon, ça c'est un rêve, une utopie. C'est pas du tout possible, le Cap-Vert être un pays indépendant. Hein. Mais j'ai lutté pour l'indépendance. Hein. Mais on a obtenu l'indépendance le 5 juillet 1975. Hein. Et après ça, avec 23 ans, j'étais directeur général de l'immigration, après secrétaire général des affaires étrangères avec 25 ans. Mais j'étais aussi, après quelques années, quelques réserves sur le parcours de l'État du Cap-Vert et du parti dominant, du régime parti unique. J'étais un dissident. J'ai eu des problèmes politiques. J'ai sorti du pays et fait une carrière académique au Portugal comme professeur de droit. Après ça, j'ai créé aussi dans la clandestinité des groupes d'opposition démocratique. J'étais le fondateur de CCPD, Cercle Cap-Verdien pour la démocratie, et la Ligue Cap-Verdienne des droits humains, en 1982-83. Donc le militantisme on a obtenu la démocratie, j'étais ministre des Affaires étrangères. Oui. J'ai pensé être président, mais je n'ai pas jamais eu un plan d'être président. Senhor Presidente Jorge Carlos Fonseca, muito obrigada por esse momento. Não, foi um prazer conversar com você e também conversar, esperando que luxemburgueses ou cabo-verdianos em Luxemburgo ouvissem a nossa conversa e que servisse para manter aquele chama de ser cabo-verdiano, orgulho de ser cabo-verdiano e de continuar a ser grandes servidores de causa de nós cabo-verdes, se quer dizer que nos espera também ser um país muito desenvolvido, um país de liberdade, um país de democracia, um país exemplo também na África e um país exemplo no mundo. Obrigada.